Hein, les conséquences dévastatrices aussi de la guerre en Libye, le retour des Touaregs armés qui combattaient aux côtés de Kadhafi, qui sont rentrés au Mali, contrairement au Niger, avec leurs armes et tout leur attirail sophistiqué, militaire en tout cas sophistiqué, c'est vrai. Mais il y a eu aussi, n'oublions pas également, le délitement des institutions maliennes. Le délitement des institutions maliennes qui a été en grande partie provoqué par cette espèce de démocratie, cette prétendue démocratie consensuelle, qui n'a été qu'une espèce de faire-valoir de compromis ou de compromission qui ont d'une certaine façon aussi dépouillé l'État malien de toutes ses prérogatives, de toutes ses fonctions régaliennes. Il y a eu des accords incroyables, l'accord de Tamanrasset de 2006, qui laissait Kidal en fait libre entre les mains, en tout cas des mouvements Touareg. Et par la suite, ayant compris qu'au fond l'État malien avait perdu tout contrôle de cette région nord, il a ATT, malheureusement, sans vouloir tirer aujourd'hui sur une ambulance, ATT n'avait trouvé d'autre remède que de mettre en évidence d'autres communautés, notamment arabes, pour s'opposer aux communautés de Touareg. Moyennant quoi, c'était la véritable chienlit. Et au fond, quand le coup d'État est intervenu, la situation au Mali était catastrophique. Tout s'était effondré. Et le coup d'État de Sanogo, sans doute, cette rupture de l'ordre constitutionnel est inacceptable. Mais en réalité, ce coup d'État n'a pas été, en quelque sorte, la cause de tout ce qui s'est passé avant. Ça a été la conséquence, justement, du délitement de toutes les institutions. Le 22 mars 2012, lorsque Sanogo fait irruption brutalement sur la scène politique, il y avait eu un massacre à Agalok au mois de janvier, plus de 100 morts, l'armée malienne a été décimée par les combattants du MNLA, Mouvement National pour la Libération de l'Azawad. Il y a eu également, n'oublions pas, l'humiliation de l'armée malienne. Les renforts qui ont été envoyés à un moment donné ont été là aussi décimés. Et en réalité, on s'est rendu compte que la hiérarchie, une partie de la hiérarchie militaire, mais aussi une partie de la classe politique malienne s'était perdue dans diverses activités criminelles. Oui. Mais aujourd'hui, on semble aller au forceps aux élections maliennes. Oui. La France est venue s'y installer. Certains disent que c'est plus pour le sous-sol malien, pour les richesses qui sont d'uranium, d'or et de pétrole qui sont dans cette zone sudano-sahélienne qui font que les Français sont là. Pas pour restaurer l'État malien. Vous savez, mon cher Alassane, les grandes puissances, quand elles viennent en Afrique, elles ne sont jamais insensibles à ce qu'elles peuvent tirer, comme tirer profit des ressources dans un pays. Je ne pense pas, a priori en tout cas, je ne pense pas que l'intervention militaire française était dictée par des considérations de ce type. Et sans aucun doute, au-delà de la décision ou de la raison principale qui a conduit l'armée française à intervenir à partir du 11 janvier, à partir du 11 janvier, il y avait sans doute là aussi à protéger les Areva, Areva en Niger, c'est à côté quand même du pays limitrophe. Areva, c'est 30% de l'alimentation en uranium des centrales nucléaires françaises. Donc c'est important. Sans doute également autre chose, mais je ne crois pas que ça soit la raison fondamentale. Moi personnellement, je pense que l'intervention militaire française est une intervention qui a été elle aussi décidée au tout dernier moment, a été fondée sur une demande très, très fragile, extrêmement ténue, qui a été une demande exprimée par le président de la transition, d'un pouvoir qui n'est pas légitime en tant que tel. Donc ce qui explique peut-être que la France se précipite, veut aller rapidement à une élection pour pouvoir s'abriter derrière un pouvoir qui aurait été sanctifié par le suffrage universel. Je crois que c'est la raison principale. Ceci étant, est-ce que cette élection va avoir lieu le 28 juillet, où tous les amis maliens avec lesquels on parle disent que ça paraît impossible. Il y a 7 millions de cartes d'électeurs qui se promènent, il y a les déplacés des 3 régions du Nord qui ne sont plus chez eux. Où est-ce qu'ils auront voté? Où est-ce qu'on va les faire voter? Est-ce que tout le monde aura le temps? La commission électorale dit la même chose. Et j'ai entendu récemment, comme vous sans doute, que tel ou tel responsable ministériel, je crois, a dit non, c'est faisable parce que la France tient à cette échéance. Et je crois que la raison, à mes yeux en tout cas, la raison principale, c'est que la France veut donc se justifier toujours de son intervention et faire en sorte qu'elle soit fondée juridiquement, qu'elle ait un véritable fondement juridique et non pas quelque chose qui rappelle le fameux interventionnisme français des 50 dernières années. Il y a peut-être dans la tête de François Hollande cette volonté de ne pas
donner du grain à ceux qui veulent dire que cette intervention militaire au Mali n'est autre que la suite de ce fameux interventionnisme où on ne se posait jamais la question de savoir s'il y avait un fondement juridique. Hein. On ne cherchait pas à savoir s'il y avait un accord ou pas, une demande ou une autre. On intervenait quand les intérêts dictaient d'intervenir, dans l'intérêt de la France, et surtout à la demande d'un président ami ou d'un syndicat de chef d'État, tout simplement. Mais justement, est-ce que ces élections au forceps ne risquent pas de créer des problèmes plus qu'il n'en résout? Moi, si vous voulez, je pense que elle peut sans aucun doute, cette échéance électorale, comme vous dites, fixée peut-être de manière un peu légère, hein, disons les choses comme elles sont, peut-être qu'elle peut entraîner des conséquences néfastes, mais je pense aussi que cette élection peut également, selon qui sera élu, conduire à une certaine stabilité. Il y a une vingtaine, une trentaine de candidats. Parmi ces candidats, il y en a quand même qui ont une certaine étoffe, pardonnez-moi, l'expression, qui ont une certaine personnalité, et qui sont des personnalités consensuelles. Je crois que le plus important, si vous voulez, c'est moins l'élection que ce que fera celui qui sera élu, c'est-à-dire véritablement mettre sur pied un pacte national, politique et national, dans lequel se reconnaîtraient toutes les communautés du pays. C'est évident, on ne peut plus simplement, ou le Mali ne peut plus se permettre ce qu'il a fait au cours de ces 20 ou 30 dernières années. Chaque fois qu'il y avait une rébellion touareg, on signait un pacte, on donnait un peu d'argent aux notables, on leur laissait la possibilité d'aller trafiquer dans le nord, et pour avoir un petit peu la paix civile à tout prix. Et alors que ça ne réglait rien du tout. Il faut sans aucun doute faire en sorte qu'il y ait une grande conférence, je sais pas, on parle des assises du Nord, il y a des candidats qui parlent des assises du Nord, qui permettraient peut-être de résoudre définitivement et de poser le problème de ces communautés du Nord, communautés touareg et arabes, de poser le problème de ces communautés en termes d'intégration et de participation, notamment à l'exercice du pouvoir, et non plus simplement d'engager dans l'armée ou dans l'administration un quota de Touareg, d'Arabes, etc. C'est ça le vrai problème. Faire en sorte qu'il y ait un pacte national, un véritable pacte national, un projet politique et social dans lequel pourraient se reconnaître tous les Maliens. Crise au Mali, la Guinée-Conakry semble sortir du bout du tunnel avec l'accord qui a été signé entre le pouvoir et l'opposition pour aller aux prochaines législatives. Oui. Est-ce que vous pensez que la Guinée est en bonne voie? Oui, je crois franchement que cet accord, il faut le saluer. Véritablement salué pour la Guinée, pour les Guinéens, quels qu'ils soient, pour le pouvoir, pour l'opposition. La Guinée va enfin organiser, c'est pas évident, hein, dans un pays où il n'y a jamais eu d'élection digne de ce nom. Souvenons-nous quand même de 2010, hein, il a fallu 6 mois entre le premier et le deuxième tour, il a fallu purement et simplement confier la présidence de la commission électorale à un général malien, le patron Sangaré, justement le patron des élections au Mali. Il a fallu tirer tout cela par les ficelles les plus variées pour arriver justement à ce deuxième tour en décembre 2010, en novembre-décembre 2010. Je crois que la Guinée n'a jamais organisé d'élection. Vous savez, on raconte que lorsqu'il y avait des scrutins législatifs organisés en Guinée, les chefs de parti passaient voir le ministre de l'administration territoriale pour lui demander combien de députés on peut avoir. Les quotas se négociaient avant. Et il va sans dire que l'élection était une élection bidon. Il y a une élection, rien du tout, c'était simplement formellement un scrutin qui était tout simplement complètement dévoyé. Donc là, je crois que c'est pour ça que je pense que c'est un cap extrêmement important qui a été finalement atteint par les Guinéens, par la Guinée, c'est d'organiser un véritable scrutin législatif digne de ce nom qui permettra de mettre sur pied une représentation nationale qui puisse sortir justement le pays un petit peu de la transition. Car encore une fois, il y a un Conseil national de transition qui fait office d'Assemblée nationale. Et quand je dis les conditions, toutes les conditions de régularité sont aujourd'hui réunies, tout le monde y est associé, la commission électorale en tant que telle, les experts internationaux, il y a un échéancier qui a été fixé, et théoriquement, avant la fin du mois de septembre, il devrait y avoir un scrutin libre, transparent et surtout inclusif. Tout le monde y sera. Rien n'aurait été pire que d'organiser un scrutin auquel n'aurait pas été associé tel ou tel parti, notamment s'il s'agit d'un parti d'opposition extrêmement important. Donc tout le monde y sera, et les Guinéens choisiront librement, et je crois que c'est une bonne chose, hein, c'est une bonne chose, et
ça permettra en tout cas aux Guinéens d'exorciser un petit peu comment dirais-je, les élections précédentes, les élections passées, et de se sentir en tout cas pour une fois en ayant entre les mains un véritable suffrage universel, c'est-à-dire on assistera à ce moment-là à une réhabilitation. Est-ce qu'on ne voit pas de difficultés? La Guinée n'a pas connu d'élection comme vous le dites, ils ne sont pas habitués à voter librement et démocratiquement, les élections vont se dérouler dans une période où la saison de pluie va s'installer, ça va être compliqué ça. Oui, mon cher Alassane, saison de pluie ou pas saison de pluie, quand les gens veulent voter, ils votent. Ça se passera fin septembre, je crois de la dernière semaine, 23 septembre, je ne sais plus très bien, enfin, disons que après quand même la saison des pluies, vous savez, on parle de saison des pluies, alors si au Mali saison des pluies il y a, ça va être catastrophique. Le 28 juillet, on est en pleine saison des pluies là aussi. Je crois que vous avez raison de le dire. Je pense qu'attention, le scrutin, bien sûr, sera théoriquement, sur le papier, tel qu'il est aujourd'hui prévu et encadré par la commission électorale. Je vous signale, une commission électorale à composition paritaire, opposition et pouvoir. Commission électorale qui sera elle aussi encadrée par les experts internationaux. C'est-à-dire que beaucoup de moyens ont été dégagés et seront dégagés précisément pour faire en sorte que tout le monde puisse voter librement et bien sûr dans des conditions idéales, c'est-à-dire avec tout le matériel électoral classique qui permettent précisément d'assurer une liberté ou une expression en tout cas électorale totalement libre. Il y a quand même un grand rôle qu'a joué la francophonie dans la conduite de ces négociations. Ah oui, oui. Abdou Diouf, entre autres, ont joué un rôle important. Oui, je crois franchement que si la Guinée en est arrivée là, c'est grâce principalement à l'action de la francophonie. J'en ai été moi-même témoin direct. Le président Diouf avait demandé fin mars d'arrêter, je me souviens de son expression, il demandait aux uns et aux autres de mettre bas la terre. Bas la terre, c'est-à-dire qu'il faut désormais donc aller à des négociations qui permettent précisément d'assurer l'organisation d'une élection qui soit complètement libre. Et c'est à ce moment-là que les choses se sont, bien sûr, ont évolué et qu'on est arrivé précisément à cette formule, disons, d'une association d'autres organisations internationales, notamment des Nations Unies, le fameux facilitateur des Nations Unies, avec un facilitateur du côté de l'opposition, un facilitateur du côté du pouvoir, et tout ça étant encadré par la francophonie. La francophonie a envoyé ceux parmi ses meilleurs, comme on dit, techniciens, meilleurs experts électoraux, et ça a été bien évidemment une partie difficile, parce que, vous savez, en Guinée, particulièrement en Guinée, les gens n'étaient pas habitués à ce débat contradictoire, systématique. Il y a eu quelques petites violences et peut-être qu'il a manqué une once de dialogue entre les leaders politiques. Eh bien, le grand mérite, je dois le dire, de la francophonie, c'est d'avoir imaginé que tout le monde puisse se parler. Et sans doute qu'Abdou Diouf, à travers notamment certains de ses collaborateurs, je pense à Ousmane Paye, Abdou Diouf a pu notamment faire en sorte que le lien soit en quelque sorte rabiboché, le lien soit rétabli entre le président Alpha Condé et bien évidemment les principaux leaders de l'opposition. Beaucoup estiment que la paix en Guinée est importante pour le Sénégal. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Sénégal peut tirer d'une paix en Guinée? Parce qu'il y a 1 500 000 Guinéens au Sénégal. 1 500 000 Guinéens au Sénégal, vous savez, c'est une population, à la limite, elle est à la fois guinéenne et sénégalaise, comme sont les Sénégalais en Guinée. Il y en a beaucoup moins, bien évidemment, Sénégalais et Guinéens. Vous savez, c'est deux pays, je veux dire qu'il y a une osmose totale entre les deux pays. Il en existait sans doute avec le Mali, ça sera moins évident maintenant avec ce qui s'est passé. Malheureusement, les liens historiques, culturels entre le Sénégal et le Mali sont certes là, sont toujours solides, mais ils ont été largement entamés par la crise. En revanche, avec la Guinée, je pense que cette Guinée peut être une espèce d'arrière-cour du Sénégal. La Guinée est un pays potentiellement riche, extraordinairement riche, et sans aucun doute que les richesses de ce pays qui vont être exploitées dès l'instant que la vie politique s'apaise, dès l'instant que le calme revient, les investisseurs retournent rapidement et aussi les bailleurs de fonds viendront beaucoup plus facilement verser, si vous voulez, les moyens ou donner les moyens financiers qu'ils ne le font ailleurs où il n'y a pas de potentiel, véritablement potentiel économique, potentiel énergétique en particulier. Il y a les mines, il y a le sous-sol guinéen est un sous-sol extraordinairement riche, à la limite aujourd'hui vierge, véritablement vierge. Il y en a quelques-uns qui ont exploité et qui volent les anciennes compagnies, à travers notamment l'usage de la corruption. Mais objectivement, aujourd'hui, tout est à plat.
dans le secteur minier, qui est un des secteurs les plus importants dans le monde. Mais aussi, la Guinée est également une sorte de scandale, sans doute géologique, mais agricole. Agricole aussi. Agricole. Il y a tout en Guinée. Et moi, je pense qu'il faudrait envisager, je ne sais pas, historiquement, la Guinée et le Sénégal se sont souvent, non pas détachés, se sont regardés, parfois en chien de faïence, mais je pense sincèrement qu'il peut y avoir des liens beaucoup plus étroits. On peut très bien imaginer des accords dans tous les domaines qui permettraient sans doute d'exploiter en commun un certain nombre de richesses et pourquoi pas relancer aussi d'une certaine manière l'OMVS, où là il y a des projets colossaux, gigantesques, qui peuvent être rapidement développés. Oui, Alpha Condé est venu en Guinée, il a remis à plat beaucoup de contrats miniers parce qu'il trouvait qu'il y a beaucoup de scandales par rapport à ça, de la corruption et tout. Il y a des scandales, il y en a un qui est en cours, puisque j'ai vu récemment qu'il y a des procédures judiciaires qui ont été engagées aux États-Unis. Il y a un diamantaire connu pour être propriétaire des mines de diamants en Sierra Leone qui avait obtenu, bien sûr, par la corruption la plus incroyable, l'octroi de l'exploitation des deux mines les plus importantes, de mines de fer les plus importantes presque au monde, pour pardonnez-moi l'expression, pour une bouchée de pain. Donc la corruption vraiment de bas étage, complètement vile, à travers laquelle donc ce diamantaire a voulu mettre la main donc, ou exploiter abusivement les richesses de ce pays. C'est aujourd'hui en train d'être remis en cause et le FBI lui-même s'est mêlé de cette affaire, ce qui fait que, vous avez raison de le signaler, il va réussir, me semble-t-il, il faut espérer qu'il réussisse véritablement à récupérer précisément tous ces contrats qui ont été volés, littéralement, qui ont été exploités de manière abusive, et mettre à plat, bien évidemment, tout ce qui concerne ce secteur minier. Il y a eu d'ailleurs, il me semble, une conférence